Salut, ici Yannick Vézina et bienvenue au Café du vendredi 23 août. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler d'environnement. Comme NAC a ses racines dans le trail, l'entreprise a des valeurs environnementales très fortes. Question de faire tout ce qui est dans son pouvoir pour protéger et préserver notre terrain de jeu. Ça commence par l'étampe B Corp, une certification qui est uniquement accordée aux entreprises qui répondent aux normes les plus élevées en matière de responsabilité sociale et environnementale. NAC n'utilise que des protéines à base de plantes et de grillons. La protéine végétale produit 11 fois moins de gaz à effet de serre que les protéines de viande et l'élevage de grillons nécessite 13 fois moins de terre et 2000 fois moins d'eau que l'élevage de bétail. NAC utilise également des ingrédients revalorisés puis des emballages durables. D'ici 2025, l'ensemble des emballages seront 100% réutilisables, recyclables ou compostables. Et pour chaque commande en ligne, NAC plante un arbre avec l'objectif déjà très bien entamé d'en planter 10 000 avant la fin de l'année. Tu veux contribuer? Passe ta commande en ligne dès maintenant en te rendant sur le nac.com et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, je vous offre un épisode bonus avant de prendre quelques semaines de vacances en famille, vacances de boulot, vacances de podcast, vacances de tout, sauf peut-être pour faire des stories de suivi de course pendant l'UTMB parce que vous vous en doutez bien, je vais suivre ça religieusement, vacances ou pas, puis je vais vous partager des patentes. C'est le retour du café du vendredi, ça faisait longtemps que j'avais fait ça, je trouve que c'est le format parfait pour ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Il y aura donc deux sujets principaux. D'abord, l'Ultra Trail des Chic-Chocs qui avait lieu le week-end dernier, puis ensuite, nos Québécois à Squamish 50 en Colombie-Britannique. Pour ce sujet-là, j'aurai deux invités qui ont brillé là-bas. Commençons par l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Si vous avez suivi l'UTCC à travers les canaux de Pas sorti du bois, vous savez que j'y étais pour préparer un documentaire. Je collabore avec l'équipe de l'UTCC depuis un an, puis on savait que l'édition 2024 allait être épique, notamment grâce au nouveau parcours linéaire de 170 et 88 km. On a de grands rêves internationaux avec l'UTCC 170 parce qu'on sait que on a un des 100 000 les plus difficiles, brutales, magnifiques au monde. Oui, au monde, je vous confirme que des 100 000 qui se gagnent en 29 heures, il y en a pas ben. Pour un kilométrage puis un des plus similaires, l'UTMB, ça se gagne en 19-20 heures, la Hard Rock en 21-22 heures, la Diagonale des Fous en 23-24 heures. Dans ce qui se fait comparable à l'UTCC, il y a peut-être le Hurry 100 au Colorado, dont j'ai parlé avec Francis Picard, qui l'a déjà fait sur le podcast, qui a quand même 13 000 mètres de dénivelé positif, ou le Jigger Johnson Ultras dans les White Mountains au New Hampshire, qui se gagne sensiblement dans des temps similaires. Bref, on n'est pas là pour se comparer, mais l'UTCC a l'ambition d'attirer des gens de l'extérieur du Québec, puis on a travaillé avec une réalisatrice de documentaire de plein air pour raconter la course. J'étais principalement là pour coordonner le tournage qui voulait capturer le plus d'images possible à travers le parcours qui est hostile, qui est isolé, avec des accès hyper complexes à atteindre. Puis c'était un méchant beau trip, beaucoup de routes de gravel dans la réserve faunique de Matane et dans le parc de la Gaspésie. Mon char a jamais été aussi sale et ça en valait chaque seconde beaucoup de fun. Comme on avait une caméra quasiment en permanence sur Éric Lévesque, le directeur de course, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, puis on a vraiment eu du fun. C'était beau de le voir être ébloui par les athlètes qui se mesurent au parcours de 100 000 qu'il a créé. Le départ avait lieu le vendredi dans la réserve faunique de Matane, puis il y avait 49 braves à se lancer sur la première édition du 170. L'ambiance était vraiment électrique au départ. Il y a toujours quelque chose de spécial sur la ligne de départ d'un ultra, de voir des gens qui pensent à la course depuis des mois, qui mettent les efforts, qui se préparent, puis qui là, ils se lancent enfin. Puis c'était d'autant plus spécial parce que tu sais, l'expression se lancer dans l'inconnu, c'était doublement vrai. C'était la première fois que des coureurs se lançaient à l'assaut de ce tronçon-là du SIA dans le cadre d'une course organisée. C'était vraiment spécial. C'était très beau à voir. Le départ a été donné vendredi à 14h.
Puis la quarantaine d'heures qui a suivi s'est résumée à des kilomètres de chemin de gravelle, à se stationner, à parcourir plusieurs kilomètres d'un sentier avec de l'équipement de tournage pour se rendre à des ravitaux dans des trous perdus au fin fond des Chic-Chocs. Beaucoup de fun, beaucoup de belles discussions, très peu de sommeil, puis une alimentation assez inégale. Bref, c'était le combo parfait pour moi qui me préparais pour le l'UTCC 26 sur le Mont Xalibu qui avait lieu le dimanche, mais ça, c'est une autre histoire. Dans tous les cas, je regrette rien, puis ça a été une maudite belle fin de semaine. Je connaissais personnellement à peu près la moitié du pack du 170, donc c'était vraiment le fun de croiser des amis pendant qu'ils sont en train d'accomplir quelque chose d'énorme. Jacob Barry-Arnasson qui gambadait en avant du pack, puis qui a tenu la position de tête du kilomètre 1 au kilomètre 170. Il y avait mes potes des cute, René, Mathieu, Luc, Robin, Simon, qui ont mis le party à chaque endroit où ils sont passés. Il y avait Yannick Bernard qui a serré les dents quand c'était tough pour jamais lâcher. Il y avait David Bombardier qui a ajouté un autre immense accomplissement à sa feuille de route remplie de plans de marde, comme ils appellent. Jeff Aymon, un gars de Québec qui a croisé l'arrivée. Cédric Chavannes qui a eu l'air d'avoir une gestion de course assez parfaite, en tout cas en apparence de ce que je voyais de ravito en ravito. Le quatuor de femmes qui a inspiré à chaque passage, dont les deux premières sont arrivées main dans la main. Bref, c'était tout un trip de suivre le peloton de ravito en ravito, puis de voir ces athlètes exceptionnels progresser, avancer, se battre pour se rendre au bout. Ça paraît-tu que j'ai eu du fun? Ça paraît-tu que j'ai été impressionné? Ça paraît-tu que j'en reviens inspiré? C'était beau aussi de croiser les crews, les pacers, les familles, les amis qui nous rappellent que l'ultra, c'est un sport individuel qui se pratique en équipe. Je vais pas tout vous raconter parce qu'il faut garder des surprises pour le film, mais sachez que l'UTCC, c'est tout un week-end. Ça devrait faire partie de vos bucket list de course, peu importe la distance. J'aimerais féliciter personnellement chaque personne qui s'est lancée sur l'une ou l'autre des distances. Peu importe les résultats, peu importe si vous avez croisé la ligne d'arrivée ou pas, vous pouvez être fiers. Il y a un degré de difficulté supplémentaire à l'UTCC, puis vous pouvez être fier de vous être mesuré au Chic-Choc, la barrière impénétrable. C'était chaud, c'était humide, c'était brutal, puis pour la plupart du parcours, c'était souvent à découvert avec le soleil qui tape, pas d'arbres, pas d'ombre. C'est des parcours qui sont reculés, qui sont sauvages, qui sont imprévisibles, mais qui sont tellement magnifiques. Il n'y a rien d'aussi tough ailleurs au Québec, mais je vous le dis, il n'y a rien d'aussi beau. Mont-Albert, Mont-Xalibu, Mont-Matawi, tellement d'autres. C'est à couper le souffle parce que c'est tough, mais surtout parce que c'est beau. Avant de parler des résultats puis des podiums, je me permets une mini réprimande, un moment éditorial. J'ai parlé à beaucoup de monde pendant le week-end. J'ai entendu toutes sortes de discussions à droite, à gauche, puis j'en ai entendu malheureusement plusieurs chialer sur la quantité de matériel obligatoire. Même pour les courtes distances, la liste est effectivement longue. Je suis le premier à aimer ça courir léger, mais je suis aussi le premier à défendre les listes de matériel obligatoire. Je le fais depuis le début avec le podcast, puis je vais continuer surtout avec ce que je vais vous raconter. Rappelez-vous que ceux qui décident du matériel obligatoire, ils savent ce qu'il y a les coureurs sur leur parcours, les risques, les dangers potentiels, les problèmes qui peuvent arriver. Puis malheureusement, ce week-end, on a eu une preuve tangible que la liste de matériel obligatoire de l'UTCC était justifiée. J'entrerai pas dans tous les détails, mais on a eu une évacuation par hélicoptère sur le sommet du Mont-Albert, du jamais vu. Ça a été un travail de collaboration entre l'équipe de la sécurité de l'UTCC puis les services d'urgence régionaux pour venir en aide aux coureurs qui étaient pognés sur la face nord du Mont-Albert. C'est les forces armées canadiennes qui sont intervenues avec leur hélicoptère pour sortir le coureur qui était dans le besoin au sommet à quelque chose comme 1100 mètres d'altitude. Là, vous vous dites, aïe, il est vraiment tough, le 170 km. Je comprends qu'il y ait tout ce matériel obligatoire-là pour un défi de cette ampleur. Non, c'est un coureur du 23 km, gang. 23 km. Pas 170, pas 320. Heureusement, le coureur est aujourd'hui en sécurité puis son état est stable. Puis, il y avait son matériel obligatoire. En parlant avec des membres de l'équipe de sécurité de l'UTCC, j'ai su que à la hauteur des sommets des Chic-Chocs, là, au-dessus de 1000 mètres dans la réserve faunique, dans le parc national, dans des conditions qui sont aussi intenses, même en été, il suffit d'être allongé 15 minutes au sol, puis il y a un risque de tomber en hypothermie. 15 minutes. Quand on voit qu'il y a des couches intermédiaires dans le matériel obligatoire, vous comprenez maintenant pourquoi. Bref, la prochaine fois que vous trouverez qu'une liste de matériel obligatoire est longue pas mal pour une course, rappelez-vous de cette histoire-là. Si ce coureur-là a vu le même accident en pleine nuit, l'hélicoptère aurait pas pu se rendre dans la grosse noirceur. Il aurait eu besoin de tout son matériel obligatoire pour se rendre jusqu'au matin en un seul morceau.
couverture de survie, tuque, gants, boff, couche intermédiaire, kit de premiers soins, etc., etc. Je trouvais ça quand même très ironique d'avoir entendu autant de gens se plaindre d'une liste de matériel obligatoire à peine quelques heures avant qu'on vive une situation extrême qui prouve que tout ce matériel-là était vraiment, vraiment nécessaire. Puis entre vous puis moi, une tuque dans une veste d'hydratation, là, c'est pas ça qui va te faire perdre du temps sur un 23 km de trail, je vous rassure. Bref, tout ça pour dire, faites confiance aux organisations, ils montent pas leur liste de matériel obligatoire pour vous faire chier, c'est vraiment une question de sécurité pour vous. Voilà, c'était mon moment éditorial, trêve de morale. Passons aux résultats du week-end. Je tiens à le mentionner. Sur le 170 km, la nouvelle épreuve reine de l'UTCC, c'est Jacob Barry Arnasson qui a été le premier à croiser la ligne d'arrivée. Quasiment 4 heures d'avance sur le deuxième. Jacob a remporté ça en 29 heures et 5 minutes. Quand on parlait avec l'organisation avant, on se demandait si la barrière du 30 heures était même possible. C'était des conditions très chaudes, mais très secs cette année. Pas de précipitation, pas de gros drop de température en pleine nuit, donc ça va être d'autant plus difficile d'aller battre ce record du parcours-là parce que Jacob va faire une performance exceptionnelle. Il semble avoir une gestion de course assez parfaite parce qu'on le voyait passer de ravito en ravito avec beaucoup d'énergie, beaucoup de jambes, très rapide, mais c'était des conditions qu'on reverra peut-être pas nécessairement souvent. Là. Ceux qui ont participé à l'UTCC dans les dernières années, peu de bouettes, pas de précipitation, pas de froid. On s'entend, c'est très rare dans les chic-chocs. Yannick Bernard, un gars que j'ai reçu sur le podcast l'automne dernier, a terminé deuxième en 32 heures et Brice Boyer a complété le podium en 33h31. Côté féminin, on a eu un doublé ex-aequo en première place. Véronique Drouin et Edith Robidoux ont traversé la ligne d'arrivée en 46h55 minutes. Julie Berthiaume, une fille que j'ai déjà reçue sur le podcast, qui est super inspirante à suivre, a complété le podium en 47h23. Ce sont les seules 3 femmes parmi les 4 qui ont pris le départ qui ont complété l'épreuve. Autre statistique intéressante, sur les 49 coureurs qui se sont lancés sur le 170 km, il y en a 20 qui ont traversé la ligne d'arrivée. C'est très impressionnant comme chiffre. On savait qu'on avait un pack pour cette première édition-là qui était très expérimenté. Beaucoup de monde avec une expérience immense. Donc, félicitations à ces 49 personnes-là, ces 49 braves-là qui ont tenté de traverser la barrière impénétrable que sont les chic-chocs. Donc, c'est immense de se préparer pour une course comme ça. C'est immense de la traverser. Donc, félicitations à tout le monde. On avait aussi une nouvelle épreuve de 88 km qui, en fait, était les 88 derniers kilomètres du 170. Donc, à partir de Petit Saut, au pied du mont Nicole-Albert, jusqu'au mont Albert. Donc, pas de lien, paraît-il, entre Nicole et Monsieur Albert. Mais bref, un nouveau parcours de 88 km qui était vraiment brutal parce que il a fait très chaud samedi. Puis, tu sais, l'UTCC, honnêtement, guys, si vous vous préparez pour une des épreuves, ajoutez la moitié des kilomètres à la distance parce que ce 88 km-là, c'est comparable à un 120 km. Le 45 km, pensez que c'est un 65 km. C'est vraiment des distances, oui, qui peuvent ressembler à d'autres événements, mais le territoire est plus hostile et plus brutal et plus technique que tout ce que vous avez vu. Sur le 88 km, encore là, 2 ex-aequo. Cette première édition-là du 88 est assez spéciale parce que c'est Philippe Groslo et David Savard-Gagnon qui ont traversé la ligne d'arrivée main dans la main en 11h46. Cédric Gagnon a complété le podium tout près d'eux en 11h56. Donc, une belle bataille entre ces 3 gars-là sur le 88 km. Côté féminin, c'est Jennifer Britz qui a volé sur le parcours. C'était beau à voir. De ravito en ravito, elle était extrêmement rapide, extrêmement solide. Elle traverse la ligne d'arrivée en 13h44. Camille Girard est deuxième en 14h57 et Stéphanie Hudon complète le podium en 16h. Mention spéciale à mes amis Joanie Desroches et Juliane Fizette qui ont complété ce dur 88 km-là, terminé 4e et 5e position. 2 filles qui sont venues sur le podcast puis qui ont eu une dure journée comme à peu près tout le monde qui a couru samedi dans les chic-chocs, mais on serre les dents, on se relève les manches puis on termine avec le sourire. Puis je pense que ça a été le cas et pour Joanie et pour Juliane. Des journées avec beaucoup de challenges, des hauts, des bas, mais ils ont traversé la ligne d'arrivée. C'est très impressionnant. Sur le 45 km, on a Charles Lachance qui l'a remporté en 5h30, suivi de Émile Bernard et Julien Pierre Côté. Côté féminin, c'est Andréane Walsh qui l'a remporté en 6h28, suivi de Dania Bellil et Delphine Duvernay. Sur le 23 km du samedi, qui est une boucle sur le mont Albert, Xavier Lemaître l'a emporté en 2h26, c'est extrêmement rapide, suivi de Daniel Riby et Slimane Hakimi. Côté féminin, c'est Andréane Cloutier, elle aussi extrêmement rapidement, 2h52 pour la première place, suivi de Joël Lauzon et Audrey Julien.
Le dimanche, c'est le 26 km Xalibu, donc un parcours qui est pas touché par aucun autre parcours. C'est un aller-retour up and down. Moi, ça fait 2 ans que je le fais. Ça fait 2 ans que je trippe à le faire. J'ai eu le plaisir de courir du début à la fin avec mon bon ami Jean-Philippe Simard des Cute à Québec. Écoutez, c'est un parcours 13 km de montée, sommet magnifique avec une vue, puis je l'ai répété à peu près à tout le monde que j'ai vu après la course, en 4 montées dans ma vie de Xalibu. C'est la première fois que j'avais une vue. C'était dégagé, c'était beau. Et ensuite, on redescend sur nos pas. Donc, on recroise tout le monde. Donc, c'est trippant dans la montée, dans la descente. Tu croises du monde, tu t'encourages. C'est un parcours qui est très difficile, mais qui est magnifique. Quand même assez roulant pour une bonne portion du parcours, ce qui est rare dans les chic-chocs. Le dernier kilomètre de montée, puis le premier kilomètre de descente, oubliez ça, le roulant, c'est casse-gueule. Mais pour le reste, vraiment trippant. Donc, Alex Charbonneau a remporté ça en 2h35, suivi de Vincent Fournette et Juliane Claros, que j'avais reçu au podcast. Côté féminin, c'est Andréane Cloutier. Ben oui, elle encore, elle s'est enchaînée le 23 et le 26, le samedi, dimanche, et elle a remporté les 2. Mention spéciale, elle a fait ça 4e au scratch, donc au classement général, le dimanche, après une course la veille. Donc, très impressionnant pour ce combo-là, 23-26. Sur le 26, elle est suivie de Geneviève Bélanger et Sarah-Jade Brisson qui complètent le podium. Finalement, sur le 10 km, c'est Félix Proulx qui l'a emporté en 44 minutes, suivi de Pierre-Marc Proulx et Jean-Michel Desgagnés. Côté féminin, c'est Sophie Desjardins qui l'a remporté en 1h03, suivi de Myriam Lévesque et Maude Lagacé-Charrette. Je tenais à mentionner ces podiums-là. Félicitations à tout le monde, je le disais tantôt, qui se sont lancés sur ces parcours-là. J'espère que vous avez eu du fun. C'est tellement un bel événement. C'est la première édition que ça affichait complet. Puis on le sait, c'est une course qui est topée à 1000 coureurs. Fait que ça sera jamais plus gros que ça. Donc ça demeure, attention tout le monde, très roots. Voilà, je l'ai dit. Vous savez, un épisode du podcast sans le mot roots, c'est pas un vrai épisode de pas sorti du bois. Avant de passer à notre deuxième sujet, je vous laisse sur quelques extraits sonores du week-end. En plus du documentaire puis de la prise d'image pour les médias sociaux de l'UTCC, j'avais traîné mes micros avec l'idée de peut-être enregistrer un épisode. Le temps l'a pas tout à fait permis, mais j'ai quand même quelques moments le fun à l'audio. J'en profite pour féliciter l'équipe de l'UTCC, notamment Audrey qui run le show, ainsi que Eric et PA qui ont fait leur job de directeur de course de main de maître. Sans oublier Margot et son équipe de bénévoles, de qui j'ai entendu beaucoup de bons mots. Les coureurs répétaient à quel point les bénévoles étaient chaleureux, aidants. Puis faut jamais oublier que nos courses existent grâce aux bénévoles. Allez, on se lance dans les extraits au cœur de l'UTCC. Ensuite, court message d'un partenaire, puis on enchaîne avec une entrevue que j'ai faite avec Elisa Morin et Jeff Cochon sur leur expérience à Squamish 50. Bonne écoute tout le monde. Good. Hey, sinon, écoute, bienvenue à tous. Éric Lévesque, directeur de course de l'UTCC. Je débuterai en vous disant, je sais qu'aujourd'hui vous êtes en short. Moi, j'ai la chance d'être en jeans, mais j'ai une ceinture sans boucle. Puis je le sais que vous êtes ici pour aller chercher votre boucle de ceinture à l'arrivée, qui est le classique du 100 mètres. Des fois, je me questionne la raison pourquoi que tu vas faire 170 km, 9500 mètres de dénivelé dans des sentiers ultra techniques, où que tu vas brailler, tu vas crier, tu vas souffrir, tu vas avoir mal pour aller chercher une boucle de ceinture. Vous êtes passé par Saronnet, il y a un petit dépanneur, il en vendait. Je vous dis ça comme ça. 12 piastres, je pense. Vous avez payé plus cher que ça, votre inscription aussi. Pareil, elle se ressemble. Il a changé de petit de blague à part, c'est un privilège de vous recevoir ici sur le territoire. Allez, let's go! Let's go, monsieur Bombardier! Donc, c'est en arrière! C'est parfait! J'étais avec Éric Lévesque, on est dans un petit chalet au lac Matane, à côté du Ravito. On est le vendredi soir, 16 août, il est 23h. Éric, depuis 14 heures que ce tout nouveau 100 000 là est parti. C'est quoi tes premières impressions là après une première soirée dans le sentier? Écoute, Yannick, on était très fébrile ce matin. Un coup que le départ a été donné à 14h13, ça a fait
OK, c'est parti, on revire plus de base. La logistique est en place, puis tu sais, c'est un gros coup à donner pour mettre en place ce linéaire-là sur 170 km en termes de logistique, de bénévoles, d'infos coureurs, de préparation du sentier. Les principales cases sont cochées. C'est sûr que dans une première édition comme ça, on a déjà des micros Post-mortem? Post-mortem, merci Yannick, qui sont en train de se faire tranquillement, mais tu sais, somme toute, ça va super bien, les coureurs qu'on voit là présentement arriver au lac Matane et repartir, ils font que wow sur le sentier. Fait que tu sais, à partir de là, nous, tout va bien, les coureurs cheminent, notre logistique est en place. Fait qu'on peut dire mission accomplie après un quart de la course. 39 km au lac Matane, il leur reste quand même 3 des 4 marathons de ce parcours-là. Effectivement, les gens passent ici puis ils ont trippé sur la première portion du parcours. Là, on est en pleine nuit, ils entrent dans ce que Mathieu Blanchard avait qualifié de Mordor, je pense, la section Nicolas Albert. Là, c'est à la fin de ce qu'ils s'en vont faire. Nous, on va les revoir un peu plus tard à Petit-Saut, après la nuit. Entre Lac Matane puis Petit-Saut, qu'est-ce qui les attend de nuit dans la grosse noirceur de la réserve faunique de Matane? En fait, c'est assurément quand on divise la course en 4, là, la portion du lac Matane au Petit-Saut, c'est la plus difficile, c'est la plus technique. C'est dans cette portion-là qu'il y a le plus de dénivelé aussi pour 40 km de nuit. Donc, on a autorisé le paisseur sur cette portion-là. Pour assurer une sécurité aux coureurs, puis aussi que cette longue nuit, puis on dit nuit, mais qui va s'étirer jusqu'à demain midi pour certains, qu'elle se passe le mieux possible. Donc, c'est vraiment un gros morceau sur lequel ils s'attaquent de leur course, là. À date, on voit que Jacob Barry-Arnasson mène la course. Il est quand même pas mal d'avance sur le deuxième, mais aussi pas mal d'avance sur les temps que vous étiez donné comme prédiction du premier. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je pense que la température est quand même clémente, bien que chaude. Qu'est-ce qui peut expliquer que ça va aussi vite? Par rapport au temps qu'on avait estimé là, de notre tête de course, bien entendu, le travail qui a été fait sur le terrain donne un petit coup de main là à la progression des coureurs, là, surtout dans la première partie, qui est quand même belle. On va se dire, même en étant technique, elle est quand même belle cette année avec le travail de débrousse qui a été fait. Par contre, on peut s'attendre que dans la deuxième partie de la réserve, donc la partie du lac Matane au Petit-Saut, on devrait se rapprocher des temps de tête de course, là, puis que l'avance qui s'est donnée sur le temps devrait se rétrécir. On est que le vendredi soir. Il reste une longue fin de semaine pour les coureurs et les coureuses du 170, mais il y a aussi plusieurs autres départs qui s'en viennent. Je comprends qu'il y avait quand même beaucoup de stress, d'excitation par rapport à ce nouveau 170 km-là de le lancer. Là, il est lancé. La première chose que tu as dit quand ils sont partis ce matin, cet après-midi, quand on les a vus partir de l'Arche, je te dis, on peut plus reculer, ils sont partis, puis on va les revoir au ravito, mais ce bout-là, il est fait. Il reste demain matin le départ d'une toute nouvelle distance, le 88, avec un pack qui est beaucoup plus important. Il y a le 45, le 23. Toi, comme directeur de course, comment qu'on divise notre attention en gardant en tête la sécurité de nos 170 qui vont passer peut-être 50 heures sur le parcours, mais toutes les autres distances? Écoute, tu sais, l'événement est plein à 1000 coureurs. On a 50 sur le 100 miles. Il en reste 950 là, sur les autres distances, ce qui est énorme. Oui, il y a eu beaucoup d'énergie qui a été mise sur le 100 miles pour la logistique puis la grandeur que cette course avait. Mais on s'est donné une chance en doublant beaucoup du personnel, du staff, pour se permettre de faire des suivis, oui, de notre longue distance que je fais sur le terrain avec un directeur de course adjoint qui peut demeurer au QG pour donner le départ des courtes distances et en faire le suivi. Donc, ça nous prend plus de gens. Puis le 88 aussi, qui est une distance, on peut dire près du 80 classique, là, du 50 miles. Par contre, qui est de lui aussi d'une grande difficulté, avec 130 coureurs au départ demain. C'est énorme, les gens qui vont s'attaquer à ce parcours qui va être extrêmement difficile. Donc, il va falloir dès demain matin avoir à l'œil cet ensemble de coureurs qui embarquent sur le parcours.
Dernière question avant qu'on reparte dans la nuit pour les prochaines étapes de ce qui s'en vient. La difficulté d'avoir un parcours aussi linéaire, on peut les imaginer. On en avait parlé l'année passée quand Audrey et toi aviez annoncé officiellement ce 170-là, ce 88-là. Un an plus tard, après avoir mis beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour le préparer, pour le planifier, là on est dedans en ce moment. Le linéaire, qu'est-ce que ça amène comme degré de difficulté pour vous autres? Le nombre de ravitaux, le balisage, c'est capoté de baliser 170 km. C'est plusieurs heures, puis plusieurs personnes qui ont mis leurs souliers pour aller baliser. Oui, c'est plus d'organisation, c'est plus de logistique, mais quand tu veux faire une course unique, ben tu t'organises aussi pour la rendre unique. Puis je pense que d'avec un linéaire de cette façon-là, puis un linéaire qu'on va dire naturel du SIA et des Chic-Chocs, je pense qu'on n'avait pas le choix de le prendre en main, ce territoire-là, parce qu'il nous était offert d'une certaine façon sur un plateau d'argent. Donc on va juste optimiser le territoire puis l'utiliser. Oui, ça amène des défis logistiques, des enjeux, mais je pense qu'on a coché les cases pour dire on l'a mis en place. Puis on voit que les coureurs sont très, très excités. Ils étaient fébriles cet après-midi quand c'est parti, mais on les voit arriver dans les ravitaux, puis ils trippent. C'est beau à voir. Bon, c'est encore tôt dans la course. Peut-être que plus tard, ils vont peut-être moins nous dire à quel point ils trippent, mais ça sera pour plus tard. Puis c'est un ultra, c'est normal que ça fasse mal. Merci Eric. Bye! On est samedi midi. On a 4 distances qui sont en cours, donc le 170 km depuis hier après-midi. On a aussi le 88 km qui est parti ce matin et au village UTCC, le 23 et le 45 sont partis. Donc la course est vraiment à son apogée. C'était une grosse matinée, une grosse nuit ou une courte nuit, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais je suis resté au lac Matane, kilomètre 39, qui était le premier checkpoint avec les pacers, les ravitaux. Donc, je suis resté pas mal tard là parce que on voulait que tous les coureurs entrent sains et saufs. Puis, il y avait aussi un changement de fermeur. Et le fermeur qui s'attaquait à la portion suivante, qui est la portion probablement la plus relevée de cette course-là, surtout qu'elle se faisait de nuit, du lac Matane jusqu'à Petit-Saut. C'est un 40 km assez extrême qui se termine avec le up et le down de Nicole Albert. Et le pacer pour cette section-là, c'était nul autre. Et le fermeur pour cette section-là, c'était nul autre que Jean-François Table. Donc, on a eu bien du fun au lac Matane à jaser. Ensuite, très courte nuit parce que on voulait se rendre au Petit Saut pour voir les premiers coureurs passer. Petit Saut, c'est le kilomètre 80 pour les coureurs. C'était aussi l'endroit où il y avait le départ du 88. Puis c'était quand même tout autant historique que la veille que d'assister à ce tout premier départ du nouveau 88 km. L'ambiance était vraiment le fun. Et là, il n'y avait rien de plus roots qu'un départ sans arche, sans rien. Un Éric Lévesque qui cale à la dernière minute. 5, 4, 3, 2, 1, go, partez! Et 130 athlètes se lancent sur ce 88 km-là qui est extrêmement relevé. Suite à ça, je suis parti avec un des caméramans et on a fait quasiment 2 heures de char pour s'amener dans le parc de la Gaspésie. On est passé par le lac Cascapédia où on va y retourner un peu plus tard, mais là, on a monté, des petits chemins de gravelle, c'est sinueux. Et là, on est au Huard, le refuge Huard, qui se donne à être environ le 120e kilomètre du 70. Et là, mes calculs mathématiques sont rough, mais je crois que c'est genre le 38e kilomètre du 88, quelque chose du genre. Donc, à date, on est arrivé et on nous a dit que Jacob Barry-Arnasson était passé en tête du 170 km avec encore 1 heure d'avance. Donc, semble maintenir cet écart-là d'1 heure avec Yannick Bernard. Et là, pas de signe de Yannick pour l'instant, donc peut-être que cet écart-là d'1 heure se creuse tranquillement. Il y a une belle bataille qui va s'opérer là parce que bon, on est tard dans la course, mais on est tôt dans la course parce que en quittant le Huard, il reste quand même 50 km. Ça fait longtemps que ces coureurs-là sont sur le parcours. Yannick est un gars d'expérience qui avance à un rythme soutenu, qui est un métronome, qui sait comment terminer ce genre de course-là. Et Jacob, à l'opposé, est un gars qui c'est son premier 100 miles, si je ne me trompe pas, mais qui est un talent brut exceptionnel, un gars qui a gagné l'an passé le 100 km de l'UTCC, un gars qui a fait des pas
podium à Arikana par le passé. Un coureur de route aussi, très rapide sur marathon. Donc, c'est son baptême du 100 000, mais en ce moment, il semble avoir une gestion de course impeccable. Les gens qui sont près de l'organisation, qui connaissent le parcours, disaient, oui, il est parti vite un peu. Ça s'est replacé un peu dans la nuit. Il était en avance sur les paces les plus rapides estimés par l'organisation. Et finalement, après la nuit, il était même un peu après ces paces-là. Donc, semble avoir une gestion de course assez impeccable. Donc, ça fait plus d'1 heure qu'il est passé ici au refuge Huard, puis toujours pas de signe du deuxième. Donc, l'avance est bien creusée. On est là avec l'équipe de tournage parce qu'on veut capter aussi les têtes de course du 88. Et on surveille Juliane Fizette, qui est une fille qui est venue sur le podcast, qui travaille dans le parc national comme biologiste, qui connaît très bien la flore de ce parc-là. Une coureuse aussi extrêmement performante, puis vraiment une belle personnalité. Quelqu'un qui est vraiment le fun à suivre dans les courses parce que autant c'est quelqu'un dans la vie qui est très posé, qui est calme, autant quand le gun part, quand on est en course, une fille, je pense qu'il y a une switch qui se met à on, puis qui est très compétitive et qui est très performante. Donc, on l'attend. On attend aussi Joanie Desroches, qu'on connaît très bien. Je viens de voir Julien, son copain, qui est au ravito, puis on a très hâte de voir Joanie passer ici, ainsi que l'ensemble des coureurs et des coureuses. On les encourage tous, mais quand on en connaît personnellement, c'est toujours le fun de les voir passer, puis de savoir comment ça se passe leur course, puis comment on peut les aider au ravito. Donc, c'est un peu ça qui se passe en ce moment. Les conditions continuent d'être assez chaudes. Donc, là, en ce moment, on est quand même assez haut en altitude dans le parc, puis il fait un genre de 25-26 ressenti. C'est encore humide, puis pas mal partout, le temps est couvert par les feux de forêt. C'est comme des résidus de feux de forêt qui sont rendus un peu partout ici, puis c'est quand même spécial parce que il y a une espèce de couvert de fumée à la grandeur du parc. Donc, les montagnes qu'on voit au loin sont magnifiques, mais sont voilées. Donc, c'est un peu ça qu'on est. Samedi midi, voici l'état de la situation. Donc, voilà, on se reparle plus tard. Comment s'est passé la nuit? Ah, ça, super bien. Moi, j'ai eu la version de fil, là. Ça a l'air que ça a bien été. Oh oui, non, ça a bien été. Le dernier ravito avant de descendre la petite source, c'était long. Je ne connais pas tantôt. Ouais, c'est ça. Et finalement, l'autre après, t'es pire. Ah ouais? Ouais, quand je suis parti seul, c'est ça qui m'a tué. Ah, c'est mental aussi, là, tu sais, tu fais 39, 40 kilos que tu peux courir avec quelqu'un, puis là, ouais. T'es seul. Ouais. Tu sens pas de bobo? Ben, partout. Partout, mais rien de grave? Ouais, non. Ah, mais c'est violent. Ouais. Ouais. Mais tu veux, écoute... Ouais, donne-moi tes gourdes, puis... Celle-là, c'est rendu juste de l'eau. OK, c'est juste de l'eau? Mais c'est du exact, là. Je vais mettre de l'eau. OK, mais tu vas en mettre une... Puis, non. OK. OK, il y a un fond d'exact. Celle-là, un mélange anti-guitare météo. Parfait, je te fais ça. Je vais le mettre dans mes poches. Merci. Y a-t-il un médic ou un physio qui pourrait me taper les pieds avec du duct tape ou quelque chose? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà fait ça? Ici. Yes. Me taper les pieds avec du duct tape en dessous vu que c'est fendu puis tout. C'est bon. Non, mais puis je dois avoir un drop bag numéro 6. OK. Je vais changer mes chaussettes puis ouais, je vais. Non, le pied pour parce que mettons ça m'a serré puis c'est en train comme de fendre. Je vais prendre celle-là. Désolé, mes chaussures vont sentir la mort. Il y a une double boucle. Ah ouais, ça sent la mort sacrément. Bon, j'ai vécu pire. Tu as de la bouffe, Yannick? Moi, je vais m'en reprendre. Attends un peu. J'ai mis mon petit verre, ouais. Peut-être juste, je vais prendre 2 verres de Pepsi. Est-ce qu'il y a dans ou ça te prend peu? Ouais, non, ça va être correct. Ouais. Ouais, je pense que ça va être plus long que j'ai prévu. Normal, ça, n'est C'est comme, je vais essayer d'arriver à la clarté. Non. Ouais, ça. OK. 20 kilos, ça va prendre au moins. t'as l'air d'avoir le moral, c'est la bonne nouvelle. Ouais. Tout est là, c'est l'important. Mais j'ai vécu mes émotions sur la trail. C'est parfait. Fait que c'est pour ça que là, ça va. Non, mais 20 kilos, ça va. Faut que ça sorte, après ça, le moral revient, puis les jambes reviennent. C'est quand même rapide, les sautes d'émotions, on dirait, sur un trail. Là, ouais. Bon, on a des émotions à fleur de peau, là, fait que... Ouais.
Ouais, ça switch vite, du noir au blanc, du blanc au noir, puis des fois, il n'y a pas de zone grise. Non. C'était vraiment genre, je broille, je suis dans la pain cave, genre, c'est beau ici. Ok, je vais aller faire un petit tour au bar à snack. Au bar à snack, après ça, on repart. Puis après ça, c'est un départ. Là, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais 4e. Ouais, qui est pas loin de la 3. Si j'arrive 4e, ça veut dire que je me des chocolats, donc je peux manger plus de chocolat. Je pense que c'est ça le deal, fait que... Si tu veux te battre pour la 4e, on peut aussi t'acheter du chocolat pour l'arrivée, peu importe la position, si tu veux. Hein. Ouais. Good job! Non. On est reparti? Hey, good job! Bon, à tantôt. On se voit dans 19 km avec ton crew, ta famille. Théo, peux-tu nous décrire la situation invraisemblable qu'on est en train de vivre? Qu'est-ce qu'on observe là au coucher de soleil? Ça ressemble un peu à un Fast and Furious, là. Il y a un hélico qui passe devant un coucher de soleil sur le mont Albert et qui s'en va vraisemblablement sauver quelqu'un. C'est ça, je pense? Faire une évacuation. Quand on dit que l'UTCC, c'est un territoire hostile, reculé, puis qu'il y a du matériel obligatoire, on en a la preuve en ce moment. Je pense que oui. Le matériel obligatoire de l'organisation, c'est d'avoir un hélicoptère stand-by quelque part. On l'a souvent dit que c'est une course qui est extrême et qui nécessitait quand même une sécurité particulière, mais là, on est en train de witness de nos yeux un hélicoptère qui fait des boucles autour du Mont-Albert en attendant que les médics rappent la personne qui vraisemblablement a fait une commotion cérébrale, mais qui est correcte. On nous dit que les médics l'ont pris en charge. Tout est beau. C'est quand même fou. Avec le coucher de soleil sur Albert. Historique. Quel est ton nom? Kevin Ouellette. Kevin, tu as fait la Diagonale des Fous l'année passée. Oui. Tu viens de faire la première moitié de l'UTCC 170. Exact. Lequel est le plus dur? L'UTCC. Réserve phonique de Matane, ça a été rough? Ça a été épouvantable. J'ai jamais fait quelque chose d'aussi difficile que ça. Le tronçon Lac Matane à Petit Saut, comment tu le décrirais? Épouvantable. C'est probablement le mot que je choisirais. Ouais. C'est drôle parce que quand on est arrivé au lac Matane, il y a beaucoup de coureurs qui réjouissaient d'arriver là et disaient « Hey, le plus difficile est derrière nous. » On a fait ça. Puis les gens qui savaient ce qui s'en venait disaient comme « Non, là, c'est un échauffement ce que vous venez d'avoir. Ouais, » Alors, ça se corse très rapidement. Ouais. Puis, tu sais, je sais que la personne responsable, en fait, de s'occuper du SIA, on met beaucoup d'énergie pour baliser le SIA puis essayer de l'entretenir. Mais il y a un segment de 12 km. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de s'en occuper parce que c'est les sentiers hyper étroits. Tu vois pas où tu mets les pieds parce qu'il y a des fougères, il y a des arbres longs et c'est sur des kilomètres. Ouais. Des kilomètres, puis tu te dis, écoute, c'est un risque d'essayer de courir dans ça parce que c'est sûr que tu vas te cogner les orteils sur quelque chose, sur des roches, sur des racines. Tu les vois pas. Tu ne les vois pas, simplement pas. C'est complètement sauvage comme décor. Ben, moi, je voulais quand même te féliciter parce que tu t'es lancé sur ce défi-là. C'est extrêmement difficile. C'est probablement plus de 50% des gens qui l'ont essayé qui vont avoir à arrêter à un moment ou un autre. C'est souvent une décision difficile à prendre, mais là, je sens que tu as eu ton tas sur ce premier 81 km-là, puis c'était une décision avec laquelle tu es zen? Ben, je suis entièrement zen, surtout que, en fait, la décision, c'est pas moi qui l'ai prise. OK. C'est le directeur de course, Éric Lévesque, qui m'a arrêté parce que j'ai pas fait le coup près rendu au kilomètre 80. J'étais 15 minutes en retard. OK. Merci beaucoup, Kevin. J'ai su que tu travaillais avec Julien Dauplais sur le film de la Diagonale des Fous. Oui. Vous avez quelque chose qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois? Le film est terminé à 99%. Okay. Il reste quelques touches en colorisation puis en mixage audio dont il faut s'occuper, mais sinon, oui, le film est pratiquement prêt. On a très hâte de voir ça. Merci, Kevin. Avec plaisir. Merci. Oh! C'est incroyable! L'arrivée qu'il nous fait! Le champion! Il a survolé les succès! Et il est là! Bravo!
termine les 170 km. Attention, en 29 heures, 5 minutes et 22 secondes. Je pense qu'il mérite un tonnerre d'applaudissements. C'est la minute de la coach avec Natacha Gagné. Natacha, on s'est croisés à l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Tu étais pacer. Parle-nous de ce rôle-là puis de comment on devrait se préparer. Le pacer, c'est un coureur qui va accompagner l'athlète dans certaines portions de son parcours définies par le directeur ou la directrice de course. Le pacer, il est inscrit à l'événement au même titre que le coureur. En fait, c'est le coureur qui l'inscrit en nommant non seulement son nom, mais aussi ses indications de santé. De cette manière-là, l'organisation, elle assure aussi sa sécurité pendant l'événement. Un pacer, ça a généralement minimum 20 km à parcourir avec son coureur, avec son athlète. Dans le cas de l'UTCC, pour le 170 km, on parlait même aux alentours de 80 km. Évidemment, ça nécessite une préparation pour être capable de réussir cette distance-là, mais aussi d'être capable de supporter la personne pour laquelle on est là. Fait que le pacer devrait aussi avoir une préparation physique adéquate pour pas arriver blessé, pour être capable de s'ajuster au rythme du coureur, puis aussi pour être tout là dans sa tête pour que le coureur atteigne la ligne d'arrivée avec un bel objectif réussi. Merci beaucoup, Natacha. Elisa, Jeff, bienvenue à Pas sorti du bois. Jeff, tu nous parles de ta voiture. T'es où en ce moment? Je suis à Whistler, là, donc je passe la semaine là avec ma famille après le Squamish, là, donc j'arrive d'une rando là, à l'instant. Vous venez de participer au même événement. Elisa, tu es de retour à Montréal, c'est ça que j'ai compris? Oui, exactement. Je suis rentrée hier de Squamish. Bon, excellent. On est là pour parler du Squamish 50. Avant qu'on entre dans vos courses respectives, avant qu'on entre dans le vif du sujet, qu'est-ce qui se passait à Squamish? Parce que les gens ont vu les résultats passer, mais concrètement, Elisa, c'était quoi ces championnats canadiens de trail-là? Concrètement, à Squamish, qui est déjà une course qui est quand même très réputée au Canada, dans un super bel endroit qui est la Colombie-Britannique. Cette année particulièrement, l'événement était l'hôte des championnats canadiens de course en trail, donc court 50 km et long 80 km. Et ce qui veut dire que les 2 premières places sur ces 2 courses-là se qualifiaient automatiquement pour les championnats du monde qui ont lieu l'année prochaine en Espagne. Donc, ceux qui se rappellent, on avait parlé des championnats du monde en Autriche, on avait parlé des championnats du monde en Thaïlande. Puis quand j'avais reçu Julien à l'annonce du défi des couleurs, on avait tout démystifié l'histoire des championnats canadiens de trail et de course en montagne. Dans ce cas-ci, cette année, les championnats, comme tu dis, de trail, pas dire montagne, ça se passait à Squamish pour les formats 50K et 50 000. Squamish, Jeff, parle-nous de la particularité de cet événement-là puis de l'enchaînement des 250. Squamish, c'est une course qui existe depuis une 10 ou une quinzaine d'années. Là. Puis comme Elisa a dit, c'est quand même une course réputée. Puis dans le fond, la particularité, c'est que il y a le 50 miles le samedi puis le 50 km le dimanche. Puis il y a aussi, tu peux aussi faire les deux, puis c'est vraiment une inscription à part, puis c'est reconnu, tu as un temps pour le combo là, des 2 courses. Là. Donc, le 50 000 qui a lieu le samedi était l'autre des championnats canadiens de trail longue distance. Le dimanche, championnat canadien de trail courte distance, là, entre guillemets, ouais. On va mettre courte. Puis, dans le cas des participants qui faisaient le 50-50, ce que tu faisais, toi, Jeff, est-ce que de bien performer sur une ou l'autre des courses pouvait automatiquement qualifier pour les championnats du monde ou c'était 2 choses différentes? Oui, comme tu courais les 2 distances, tu pouvais te qualifier pour un ou l'autre. Là. Puis moi, comme le 80 était le samedi, là, c'est sûr que je visais plus le 80 si je voulais me qualifier à une des 2 épreuves là, pour les championnats du monde. OK, je comprends. Fait qu'on avait une belle délégation de Québécois qui était là. Avant qu'on tombe dans vos récits, je veux quand même les mentionner parce qu'on a des belles performances qui ont eu lieu. Puis je vais y aller avec le 50 000. Danny Racine, qu'on connaît bien ici, qui a remporté le trail de la Clinique du Coureur puis plein d'autres courses, a terminé 3e sur le 50 miles.
Jean-Philippe Thibodeau, qui est déjà venu sur le podcast, a terminé 4e. Jeff, la première journée, a terminé 6e dans un plateau très, très, très solide. C'est impressionnant. Et Francis Malenfant a terminé 7e. Il y a peut-être d'autres Québécois plus loin, mais quand j'ai extrait les résultats, c'était les résultats qu'on me donnait pour la province de Québec. Sur le 50 km, Alex Ricard, que j'avais reçu sur le podcast, qui est un de nos solides champions de course, souvent dans du format très court, très explosif, très vertical. Alex a remporté le 50 km. Christo Levesque-Savard, qu'on connaît bien, on était dans les chic-chocs. On le cherchait partout parce que d'habitude, Christo, c'est le roi des chic-chocs. Il remporte toujours au moins 1 ou 2 épreuves par fin de semaine. Christo était à Squamish, j'ai terminé 10e, donc une solide performance. Jeff a terminé 18e. Côté féminin, spoiler alert tout le monde, Elisa a terminé 2e, donc on pourra rentrer dans cette course-là. Fait qu'Elisa, tu te qualifies pour les championnats du monde. Félicitations. Merci. Et sur l'enchaînement 50-50, Jeff, c'est toi qui es parti avec les grands honneurs. J'ai osé dire sur les médias sociaux quand j'ai partagé la bonne nouvelle sur Pas sorti du bois que tu étais le nouveau roi de Squamish. Je pense qu'officiellement, le vrai roi de Squamish, c'est Gary Robbins qui est l'organisateur de la course. Mais félicitations, Jeff, tu as terminé ça. Le 50-50 en 13h59, donc sub 14 sur le 50-50, c'est du solide. Donc félicitations, Jeff. Yes, merci. Ouais, je suis vraiment content. Puis dans le fond, aussi le temps combiné, là, c'est un des très bons temps là, historiquement là, sur le 50-50. Fait que je suis très satisfait. Vraiment. Puis, je tiens à mentionner aussi Geneviève La Liberté, une Québécoise qui a complété le combo 5e place chez les femmes. S'il y en a d'autres qui étaient là à Squamish, on les félicite, on les salue. Malheureusement, c'est ce que j'ai réussi à m'extraire comme résultat sur le site de Squamish. Entrons dans le vif du sujet dans vos courses. Partons dans l'ordre de la fin de semaine. Donc, Jeff, commençant avec ton 50 000, c'était le samedi. C'est un parcours que tu connaissais. Comment tu décrirais le parcours puis comment s'est passée ta course? Non, je connaissais pas du tout le parcours. J'avais fait une courte section là. Dans le fond, il y a un des ravitaux là, pour le 50 000, c'était environ à 53 km. Là, fait que j'avais fait une partie, mettons un 10 km avant ce ravitaillement-là. Sinon, j'avais pas vraiment fait le parcours. Mais je savais un peu à quoi m'attendre. Là. J'avais demandé des conseils à Julien Lachance qui l'avait fait l'année passée. Puis à quelques autres coureurs. Puis je savais que dans le fond, la première partie du 80 commence super rapidement, super roulant. Puis ensuite, on rentre dans les trails un peu plus techniques. Puis tout le monde redoute là, une certaine montée dans la course, là, mais après, il y a quand même des gros up and down. Fait qu'il faut se garder quand même de l'énergie pour être capable de rouler là, après ça. Fait que moi, c'est un peu dans ce mindset-là que je suis parti là, en me disant de partir vite, mais pas trop pour s'en garder, trouver ton rythme puis s'en garder pour la fin, parce que 80, c'est quand même long. On le sait, ça a été très couvert, puis tout le monde était tellement content pour toi. Tu as remporté le QMT 100 000 dans un temps record en juillet dernier. Côté préparation, on se prépare tout l'hiver, tout le printemps pour un QMT 100 000 qui est relativement technique, qui n'est pas un terrain extrêmement rapide, puis les portions roulantes ils se font rares, mais quand on les a, on est content. Là, comment on switch de gear? Comment on s'entraîne différemment en vue d'un Squamish où là, ça semble beaucoup plus roulant, puis il y a des portions où on court très, très vite? C'est d'adapter un peu l'entraînement. Là. J'ai fait plus de spécifiques. Là. J'ai diminué un peu le volume comparé aux années précédentes, puis j'ai fait plus de spécifiques. Puis tu sais, même dans mes jogs relax, je vais souvent faire des petites strides pour un peu aller chercher ce type d'effort-là. Yeah. Quand on court un 50 000, on sait que c'est un ultra. Là, je veux dire, ça rentre d'un patte à un moment donné, surtout quand on le fait vite et qu'on termine 6e. Là, tu cours, tu donnes tout, mais tu sais que le lendemain, il faut que tu tapes 50 km. Comment ça se passe côté gestion de l'effort? Est-ce qu'on donne tout puis on s'arrangera avec les petits bobos après? Ouais, moi c'est comme ça que je le vois là. C'est vraiment tu y vas un jour à la fois là. Fait que tu donnes tout ce que tu as la première journée, puis une fois que tu franchis la ligne d'arrivée, ben là tu passes en mode jour 2, puis t'essayes de récupérer le mieux possible. Mais tu sais, il y a quand même des trucs aussi là. Dans le fond, le jour 1, c'est important de vraiment bien respecter ta nutrition, puis d'essayer de te forcer à la respecter, parce que pour la course que tu es en train de faire, mais 2, ça l'aide déjà à mieux récupérer. Fait que c'est ça que j'ai fait, puis c'est que ça a quand même bien été niveau nutrition le samedi, puis ça l'a aidé pour le dimanche, je crois. Là. Il y a beaucoup de monde qui se lance dans des courses par étapes. On en voit de plus en plus arriver dans
dans notre paysage québécois de course en trail, mais il y en a un peu partout dans le monde. On voit les gens même s'en créer. On voit même Elisa pacer sur le QMT une journée, puis le lendemain faire une course au QMT avec un vrai dossard. Donc, ces enchaînements-là, on les voit de plus en plus. Du moment que ta course a fini le samedi, puis que tu sais que dans moins de 24 heures, tu te lances sur un 50, c'est quoi que tu fais spécifiquement que tu ferais pas si c'était le QMT 100 000 puis que tu peux te permettre de prendre une petite bière? Ouais, ça, prendre une petite bière, là, ça, je l'ai pas fait. Mais c'est de vraiment essayer de te réhydrater le plus rapidement possible. Souvent, des fois, après des courses, t'es comme un peu cassé, là, puis t'as pas envie de manger, t'as pas trop envie de boire non plus. Mais là, c'est important de commencer tout de suite à boire, puis essayer de commencer tout de suite à manger, là, pour 30 minutes après, tu peux commencer à manger pour tout de suite préparer ta récupération, là. Fait que ça, c'est quand même assez important de le respecter. Je me rappelle l'année passée, à l'Ultra Trail des Chic-Chocs, Samuel Poher enchaînait le 23 du samedi, le 26 du dimanche, puis il m'avait dit même qu'il avait terminé son 23 en matinée. Puis un peu plus tard dans l'après-midi, il avait fait un petit shake-out, délier les jambes pour aider que dimanche matin, ce soit pas trop loadé. Toi, est-ce que tu as réactivé d'une quelconque façon entre la fin de ton 50 000 puis le début de ton 50K? Le matin Okay. du 50K. Ouais, j'ai fait, dans le fond, nous, on campait là, à Alice Lake, qui était comme à 1 ou 2 kilomètres du départ. Fait que j'ai descendu en marche au départ, puis j'ai quand même jogué là, un bon 20-25 minutes pour que ça revienne, pour aider à repartir. Puis je pense que ça a quand même aidé là, parce que dans la course là, après comme au premier ravitaillement là, qui était à comme 8 kilos, j'avais comme quand même retrouvé un certain rythme. C'est sûr, j'ai la grosse montée de la course qui est comme dans la première moitié du 50K, je l'ai pris un peu plus mollo. Là, dans la descente, j'ai pu comme laisser aller un peu, puis là, j'ai trouvé mon rythme, puis j'ai continué à pousser fort jusqu'à la fin de la course. Toi, Elisa, je le disais, t'as pacé Benoît Gaillard au QMT dans la nuit du samedi au dimanche. Et le dimanche, tu prenais le départ. Quand t'entends Jeff parler de cet enchaînement-là, des petits trucs qu'il a donné, toi, c'est quoi que tu avais fait pour pouvoir compétitionner le dimanche, avoir des jambes fraîches, tout en ayant fait un gros effort la veille? Bah, moi, contrairement à Jeff, en étant pacer sur la fin d'un 110, c'est quand même pas le même rythme que lui, ce qu'il a pu mettre sur son 50 miles. Donc, je pense que, ouais, il allait avoir un rythme quand même qui était assez relax, c'était quand même cool. Et, ouais, beaucoup d'hydratation, bien s'alimenter pendant le pacing, ce qui était relativement facile parce que ça allait pas trop vite. Donc, finalement, tu peux faire rentrer plus de calories, même du solide, ça passe bien. Et après, j'ai énormément mangé le soir. Je suis arrivée, j'ai pris un gros plat de spaghettis sauce tomate. J'ai la chance de pouvoir vraiment beaucoup manger, même tout de suite après avoir couru. Donc, spaghettis sauce tomate, toast, de beurre de cacahuète, banane et voilà. Le buffet complet. Ouais. Terminons sur le dossier 50 000 avant de passer à votre journée commune où vous avez fait le 50K. Jeff, ton 50 000, comment ça s'est passé? Est-ce que tu fightais pour des positions? Tu te sentais-tu en mode compétitif ou tu étais plus basé sur ton temps, sur tes objectifs? Oui, j'étais en mode compétitif, là. C'est sûr, c'était le championnat canadien, puis c'est les deux premiers qui vont aux mondiaux. Fait que c'est sûr que j'avais en tête de bien performer. J'avais un certain temps aussi en tête là, que je voulais peut-être faire. Je suis parti, tu sais, je suis pas parti trop vite là, parce que moi, l'Olan, c'est moins mon type de terrain. Puis ça a quand même payé là, parce qu'à partir comme la grosse montée, nous, sur le 50 miles, était comme à 40 kilomètres. Puis après cette montée-là, là, je me suis mis à rattraper du monde là, constamment. Là. Fait que peut-être que j'étais 12e là, avant cette montée-là, puis j'ai fini 6e, fait ça, j'étais quand même content. Niveau temps, là, j'avais plus en tête un 8 heures bas, mais je pense que c'était les jambes que j'avais là, cette journée-là. Là. J'ai quand même tout donné, puis retrancher une vingtaine de minutes, ça aurait été dur là, dans les conditions de samedi. Puis, mais je suis quand même satisfait. Là, tu sais, j'avais vu les temps, j'avais vu que Mathieu Dubé l'avait fait en 8h05 l'année passée. Je m'étais dit, si Mathieu le fait, je suis capable sûrement aussi de le faire dans ces environs-là. Puis, en même temps, j'avais vu que le record du 50-50 de Mike Warden, qui datait de 2014, avait fait le 50 miles en 8h15. Fait que là, j'étais comme, fait que 8h05, c'est quand même rapide, donc, fait que, non, 8h21, finalement, j'étais très satisfait.
Pour les geeks de stats comme moi, c'est quoi le record du parcours en termes de temps pour le 50-50? C'est 13h45. OK, fait que t'es collé là-dessus, là, t'es à 14 minutes du record. Hein. Ouais, je suis vraiment pas loin. C'est un très, très, très bon chrono. Tu parles des conditions du parcours. Elisa, ça ressemblait à quoi les conditions à Squamish comme ça au mois d'août, cette fin de semaine-là? Bah, très différent en fait entre samedi et dimanche. Samedi, il a quand même fait chaud, donc je pense que en début de matinée, ça allait, il faisait assez frais, mais je pense qu'après dépasser 10 heures, les coureurs ont dû pas mal souffrir de la chaleur. On peut en voir avec les bandanas, avec la glace. Il y avait au ravitaillement, il y avait des éponges avec de l'eau, etc. Et dimanche, ils annonçaient de la pluie, ce qu'il y a eu, mais beaucoup moins que ce prévu. Mais en fait, c'était une pluie qui était plutôt agréable, parce qu'il faisait encore très lourd de la veille. Au départ, à 6 heures du matin, il faisait déjà 20 degrés, ce qui est très lourd. Mais comme il faisait gris avec de la pluie, c'était quand même très agréable. Et ça rendait surtout le terrain beaucoup moins glissant. Une particularité du terrain, c'est que c'est principalement des pistes de vélo de montagne. Donc c'est très sableux et ça glisse, ça accroche pas. Et donc là, la pluie, ça retenait quand même pas mal de sable. Donc très différent entre les deux, mais même avec la pluie dimanche, je me suis quand même pris des éponges d'eau parce il faisait quand même chaud. Mais Un air qui était lourd, je comprends. ouais. Parlons de ta course, Elisa, sur le 50K. Qu'est-ce que tu connaissais de ce parcours-là? Est-ce que tu l'avais analysé? Tu es quelqu'un qui prépare d'avance ses courses? Généralement, je prépare vraiment pas beaucoup. Je regarde un peu le profil, mais ça me dit pas grand-chose en fait. Je vois qu'il y a, oui, une grosse montée, mais ça me dit pas plus que ça. Avec Christopher, on est quand même allé repérer les sentiers de la fin et le début du parcours. Donc, ce qu'on a surtout remarqué, que c'était quand même assez roulant. C'est beaucoup moins technique que ce qu'on a ici au Québec. Il y a des racines, il y a de la terre, mais vraiment, globalement, ça se court vraiment tout le temps. La particularité, comme l'a dit Jeff, c'est qu'il y a beaucoup de up and down. Il y a certes les grosses montées, les grosses descentes, mais il y a tout le temps des up and down, donc beaucoup de relances, plein de virages. La montée, en fait, elle est longue parce que finalement, elle est pas si pentue que ça, mais il y a juste des virages tout le temps. Donc, un parcours qui est, pour moi, qui est roulant, en fait. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé le parcours en cours, quoi. C'est un parcours en cours, donc ça fait vraiment plaisir. Parle-nous de ta course, comment ça s'est passé dès le départ? Est-ce que tu as rapidement tenté de prendre une position puis te placer à l'avant du pack? Alors, au départ, j'avais juste l'ambition d'aller de ravitaillement en ravitaillement. Parce que comme tu l'as dit, donc j'ai fait un gros week-end au QMT en enchaînant deux sorties. Et je pense que mon corps a pas aimé ça, que j'ai une tendinopathie au niveau des fibulaires juste au-dessus de la cheville. Et donc ça fait, je pense, 4 semaines où j'ai vraiment presque arrêté l'entraînement. Donc je suis arrivée plutôt en me disant bon ça va, j'ai plus mal à la cheville, mais bon j'ai plus de kilomètres et plus de dénivelé dans les jambes. Donc c'était plus je prends le départ et je vois ce que ça donne. Évidemment il y avait quand même cette première ou cette deuxième place dans ma tête, sachant que sur le papier j'avais la plus grosse cote ITRA, donc ça met une petite pression. Mais j'avais juste en tête vraiment de ravitaillement. Et ma stratégie, c'était partir à mon pace, en fait. C'est parti vite, ça part toujours vite, de toute façon. C'est parti vite sur la route, mais je me suis pas mis devant, bien que je vienne de la route et que j'ai tendance à me mettre devant rapidement. Là, je me suis pas mis devant, je me suis dit, non, c'est pas possible, je vais pas partir, je vais pas partir aussi vite. Mais aussitôt qu'on est rentré dans la trail et que ça a commencé à monter, en fait, je suis remontée naturellement sur les premières filles sans pousser le pace, en fait. Juste ça montait, je me sentais plus à l'aise. Et rapidement, oui, je me suis retrouvée en tête avec Jade, donc celle qui remporte la course à partir du 10e kilomètre jusqu'au 30e. On était ensemble et après c'était une autre histoire. C'est quoi cette autre histoire-là? Mais comme j'ai dit, ça allait très bien, oui, jusqu'au 30e, mais bon, j'étais pas du tout suffisamment entraînée pour ça. Comme tu dis, on appelle ça trail court, 50 km. Pour moi, du trail court, c'est plus 25-30 km. Là-dessus, je sais que il y a aucun souci, mais dès qu'il y a cette barrière du 30 km ou du 3 heures, là, j'ai jamais fait des sorties aussi longues, que ce soit en temps ou en kilomètres, donc c'est assez compliqué. Ce qui se passe, c'est qu'au ravito au 30e kilomètre,
moi, il faut vraiment que je m'arrête parce que je suis tombée au début de la course et je me suis pas fait mal, mais j'avais beaucoup de sang sur les genoux, donc je me suis juste nettoyée. Jade, elle a continué, elle s'est pas arrêtée. Et là, je pense psychologiquement dans ma tête, il y a eu un truc en mode t'es toute seule maintenant. Et là, c'était très compliqué. C'était 10 kilomètres, pas technique, avec pas beaucoup de dénivelé, hein. Mais dès que je voyais un petit faux plat, fallait que je le marche. Enfin, vraiment, j'étais au bout du rouleau, plus d'énergie, plus rien. Et j'arrive au ravito du 40e, qui est le deuxième ravitaillement assisté. Donc, c'était Julien Lacasse qui faisait mon ravitaillement. Et là, je lui dis, j'arrive, je lui dis, bah, là, j'arrête, hein. C'est pas... Même si je suis deuxième, je lui dis, j'arrête, là, genre, je peux pas. Donc, vraiment, je prends du temps. Je prends vraiment du temps. Je retourne me mettre de l'eau dans le cou, sur les jambes. Je parle avec Julien. Il y avait Dani qui était là. Il y avait la sœur à Jeff qui était là, la copine à Jeff qui était là aussi, qui me remonte un peu le moral. On me dit, bah vas-y, continue. T'es deuxième, hein, continue. Donc finalement, je repars. Je sais pas comment je trouve l'énergie, mais je repars. Et et je retrouve de l'énergie. C'est pareil, c'est toujours roulant. Et je vois que j'arrive à courir, même quand ça monte, j'arrive à recourir. Et je me dis juste, bah, tant que je cours, à l'allure que je cours, la troisième, c'est pas possible qu'elle revienne sur moi. Même si je courais pas bien vite, je connais mes forces. Donc je me dis, bah, tant que tu cours, normalement, c'est bon. Donc je me suis juste accrochée à ça et en me disant, bah, là, il reste 11 kilomètres. Finalement, il en reste que 9 parce que les 2 derniers kilomètres d'asphalte, pour moi, c'est une délivrance. Donc pour moi, c'était ça, juste 9 kilomètres. Dès que je passe quelqu'un, je demande le nombre de kilomètres qui reste parce que ma montre, elle marche plus. C'était pas, il manquait des kilomètres. Donc ça fait mal au moral aussi quand la montre, elle marche pas. Mais bref, je continue comme ça, je retrouve de l'énergie et j'arrive sur l'asphalte et là, ben, en bonne coureuse de route, je mets les gaz, même si j'aurais pas forcément besoin de mettre les gaz, mais je vois mon chrono, quand même, je me dis, ah, moins de 5h30, ça le fait. Donc là, j'accélère fort et je finis la course et la fin, c'est vraiment une délivrance. Je pense que c'est la première fois que je pleure après une course, tellement ça m'a fait mal pendant 10 kilomètres. Mais voilà, C'est la première fois que tu vis un creux aussi bas comme ça puis que t'en ressors? Ouais, c'est ça. C'est quoi le sentiment quand tu as traversé la ligne d'arrivée? Tu dis que tu as pleuré, mais est-ce que c'était à propos de ce creux-là duquel tu es ressorti? Est-ce que c'était la fierté d'avoir réussi à aller chercher cette place-là pour les mondiaux? Bah en fait, c'est les deux, je pense. Le fait d'avoir beaucoup douté, de m'être senti vraiment pas bien, que ce soit moralement ou physiquement, et d'avoir retrouvé cette énergie, de savoir qu'il y a des gens qui peuvent nous remobiliser, des gens sur qui on peut compter. Et oui, évidemment, de se dire, bah finalement, j'ai réussi à avoir une de ces positions pour le championnat du monde, et ça, ouais, c'était une très grosse fierté, ouais. Ben, félicitations, ça va être très intéressant de te suivre sur les mondiaux. C'est toujours trippant quand ces événements-là ont lieu puis qu'on a des Québécois qui sont dans l'équipe canadienne. Donc, je comprends que tu vas accepter ta place pour les mondiaux en Espagne. C'est quand que ça a lieu? Ça a lieu fin septembre, l'année prochaine. Ouais, OK. Donc, 1 an pour s'y préparer. c'est ça. Très, très cool. Félicitations. On est vraiment content pour toi. C'est malade que tu aies été capable d'aller chercher cette place-là puis de nous représenter le Canada aux mondiaux. Ouais, ça me fait vraiment plaisir. C'est un accomplissement et je suis vraiment contente de pouvoir représenter le Canada, ouais. Je comprends. Toi, Jeff, ton 50, comment ça s'est passé le dimanche? Ça s'est quand même bien passé aussi. Je m'étais dit partir lentement puis attendre que les gens reviennent. Puis encore une fois, bien gérer la grosse montée, mais aussi m'en garder pour les parties roulantes. Là. Ben, ouais, c'est ça, roulantes, mais quand même avec du dénivelé. Là. Comme Elisa a dit, là, dans le fond, c'est souvent on monte par des climb trails de vélo, donc c'est vraiment peu pentu, puis constant, puis assez long. Puis on descend par les trails de vélo, donc on descend vraiment dans pente, puis c'est vraiment court. Ça, je m'en attendais de samedi. Là, fait que je m'étais dit faut que je finisse plus fort que samedi. Puis c'est ça un peu qui est arrivé. Dans le fond, là, moi je suis premier, j'avais 12 minutes d'avance de samedi. Puis dans la grosse montée là, à mi-parcours, là, le deuxième du 50-50, il m'a passé, puis il a pris de l'avance. Mais quand je suis arrivé au ravito à mi-parcours, là, 23 kilos environ, là, ils m'ont dit qu'il était comme à 3-4 minutes. Puis quand je suis arrivé au 40e,
où que Elisa là, elle s'est fait remonter le moral par les Québécois qui étaient là, là. Ils m'ont dit qu'ils étaient encore à 2-3 minutes. Fait que j'ai dit ben c'est bon, je me sens bien, là, je vais donner tout ce que j'ai, puis je vais essayer de le rattraper. Puis comme Elisa a dit, là, je dis au vitesse que je cours, il peut pas me mettre tant que ça, là, 12 minutes, ça va être tough à aller chercher. Puis finalement, je pense qu'au finish, il y avait 5 ou 6 minutes, là, fait que lui aussi, il a vraiment, vraiment fini fort. Là, puis je me disais, OK, je suis en train de vraiment de quand même bien finir, là, je le crois. Fait que finalement, il m'a mis un peu de temps encore dans ce 10 km-là. Là. Mais au final, c'est ça, vu que j'avais 12 minutes, ben là, j'ai gagné le overall. Fait que je suis quand même content. Puis là, ensuite, les positions le dimanche, moi, je faisais ma course, là. Ceux-là qui arrivent prêts pour le 50 km, c'est sûr que je les suis pas, là. Puis d'ailleurs, Elisa, elle est partie, je l'ai jamais suivie. Non, c'est clair que tu commençais un 50K avec 50 000 d'impact. Tu étais plus en mode compétition avec ceux sur le 50-50. C'est quand même fou parce que, tu sais, on parlait de ton chrono qui est extrêmement impressionnant dans l'histoire de la course, mais ça veut dire que le deuxième était vraiment dans le même range aussi parce que si tu as mis un 5 minutes la dernière journée, ça veut dire qu'il est quand même au total un genre de 7 minutes derrière toi. Donc, ce qui fait un excellent chrono lui aussi sur le 50-50. Là. Ouais, vraiment. Oh, et aussi. Bravo à lui aussi pour sa course. Là, ouais. J'ai 14 heures bas, c'est super bon. Ouais, vraiment. En termes de sensations, tu as complété plusieurs 100 000, dont un récemment qui s'est merveilleusement bien passé. Quand tu es le dimanche puis que tu es rendu à 100, 110, 120 kilos pour le week-end, est-ce que tu dirais que physiquement, mentalement, tu es dans un état qui peut se comparer au même kilométrage sur un 100 000 ou la pause entre les deux change un peu la donne? Je dirais que la pause entre les deux change la donne. Au niveau des jambes, c'est sûr que tu le ressens un peu, mais comme tu as eu je dirais que tu as eu comme un break entre les deux, ben tu es capable d'en pousser, d'en donner un peu plus sur tes jambes un peu fatiguées. Puis mentalement, c'est plus facile. Là. Je crois que tu as moins besoin d'aller comme creuser dans ton mental pour compléter là, après 50 kilos. Ça dépend comment tu le vois, 120, tu sais. Mais c'est mieux de le voir comme ça fait 40 kilos, c'est facile. Ouais, je comprends. Pour ceux qui écoutent puis que ça leur tente de mettre cette course-là sur leur bucket list, Elisa, comment tu décrirais l'organisation, l'ambiance sur place? Ça se compare à quoi dans des courses québécoises, par exemple? Je sais pas trop si on pourrait comparer avec une course québécoise, parce que je pense que le mindset en Colombie-Britannique est différent que le mindset ici au Québec. Ce qui change, c'est que là, on est vraiment dans une ville, on est vraiment à Squamish, alors que souvent au Québec, on est dans le bois, enfin, on a une station de ski, station de trail. Donc là, il y a quand même toute l'effervescence, juste en fait des personnes qui habitent à Squamish, et des personnes qui sont en vacances aussi en même temps. Donc sur les sentiers, il y avait quand même plus de monde, au ravito aussi, notamment au ravito à mi-parcours. Là, il y avait vraiment beaucoup de monde qui cheerait. Il y avait beaucoup de crew. Donc, je pense que c'est une ambiance qui est quand même plus impressionnante que ce qu'on peut avoir sur des courses au Québec. Il y a la radio. Il y a Gary qui nous accueille qui nous accueille à la fin. Donc, je dirais que c'est de plus grande envergure, mais ça reste quand même très accessible. À la fin, il y a le jardin à bière, il y a le barbecue. Ça reste un petit gros événement. J'aime ça. Un petit gros événement. Un petit gros événement. Jeff, toi, comment tu as vécu cette ambiance-là à Squamish? Ouais, c'est bien décrit. Puis tu sais, c'est que tous les ravitaux sont vraiment accessibles. Tu sais, on dit c'est à Squamish, mais la course s'en va pas dans les montagnes puis dans le backcountry tant que ça. On reste dans les pistes de vélo de montagne. Comme un peu en périphérie de Squamish. Donc, c'est ça, tous les ravitaux sont accessibles, puis ça fait que l'ambiance est vraiment bonne. Puis, c'est plus l'ambiance, je dirais, comme d'une course à l'américaine. Là. Il n'y a pas de matériel obligatoire. Presque tout le monde court en ceinture puis en gourde à main. Là. Puis, un peu aussi l'arrivée, là, c'est un peu ce feeling-là. Là. Fait que, mais c'est vraiment une belle ambiance. C'est sûr, le parcours est très beau, mais tu sais, vu qu'on va pas jouer, mettons, dans les montagnes, un peu dans le backcountry, il y a ça que tu touches pas, mais ça, c'est sûr qu'en niveau organisationnel, ça serait beaucoup plus complexe, mais c'est sûr qu'il y a un potentiel à ce niveau-là, mais c'est vraiment, vraiment des beaux parcours, là. Juste la forêt, là, ça n'a rien à voir au Québec, là, puis ça fait la différence.
Probablement que vu que justement ça va pas dans le backcountry, c'est peut-être là que pas besoin de mettre de matériel obligatoire parce qu'on reste proche de la civilisation puis qu'il n'y a pas nécessairement, t'es pas nécessairement en haute montagne en conditions alpines où il peut y avoir plus de risques, là. Exact, ouais, on reste tout le temps dans la forêt, là, tout le temps, on va jamais en haut de la ligne des arbres. OK. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Vous ressortez d'un gros week-end, vous ressortez de des grosses performances. Elisa, on sait ce que tu fais en septembre 2025, mais qu'est-ce qui s'en vient pour toi d'ici là, de ce que tu sais déjà, de ce qui est déjà planifié? Je retourne à Arikana. Un peu comme au QMT, je vais pacer un ami sur le 125 sur la partie fin de journée le vendredi. Et ensuite, je vais courir le dimanche le 42 km Saint-Siméon. Ah, très cool. Donc d'ici là, je pense que je vais me reposer surtout pour courir sans avoir mal encore. Mais je vais quand même retourner en trail d'ici là. Mais c'est ça qui s'en vient début septembre. Ensuite, je vais aller au défi des couleurs pour le kilomètre vertical et le classique up and down, qui sont là les championnats canadiens de course en montagne cette fois. Même si j'aspire pas forcément à représenter l'équipe sur ces distances-là, c'est au Québec, donc je pense il va y avoir beaucoup de monde qui va venir et même des autres provinces du Canada, donc je pense que ça va vraiment être un super événement et Julien a vraiment prévu une super organisation, donc j'ai vraiment hâte. Et je retourne sur la route à l'automne, donc pour refaire un peu de vitesse avec un marathon prévu à la fin de l'année. OK. Et ensuite, en 2025, ce qui est sûr, c'est les championnats canadiens et l'OCC qui sera un mois avant. Beau programme, beaucoup de diversité là-dedans. Ouais. Saint-Siméon, on retourne dans du plus technique. Après ça, on termine l'année dans son marathon sur route. C'est très cool. Est-ce que c'est important pour toi de garder cette espèce de diversité-là, de garder ton premier amour de la route, de la vitesse, mais de quand même aller se challenger sur des formats très différents entre elles? Oui, je pense que on le voit de plus en plus, ça va vite en trail. Enfin, on le voit au départ, dès que c'est roulant, ça va vraiment vite. Donc, c'est important de travailler à cette vitesse. Et parce que j'aime aller vite. J'aime pas la technique. Donc, même si on est au Québec, c'est beaucoup technique. J'adore aller vite. J'adore quand juste on peut courir. Donc, c'est sûr que je garderai toujours ce côté route, même si je me dirige plus vers de la trail. Très cool. Toi, Jeff, de ton côté, tu ressors des performances vraiment éclatantes. C'est beau à voir quand on sait aussi, on se connaît dans la vie, puis on t'a vu gagner des courses depuis très longtemps, mais dans les 2 dernières années, la nutrition, ça t'avait amené quelques enjeux nouveaux que tu étais peut-être pas habitué, puis qu'on ne te voyait pas habituellement avoir ce genre d'enjeu-là. T'es ressorti du bois, comme on dit, puis tu nous as offert une super performance au Costa Rica, ensuite à la Clinique du coureur, au QMT 100 000, un record du parcours on se l'écrivait quand ils ont annoncé qu'il y aurait plus de 100 000, un record du parcours qui va demeurer pour toujours. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi après Squamish? Là, je passe la semaine à Whistler, là, fait qu'avec ma famille, on va profiter de ça, là. Puis ensuite, je serai pas à Arikana, mais par contre, je vais faire comme Elisa le championnat de course en montagne. Je vais faire le up and down. Puis ensuite, la prochaine grosse course, ça va être l'Ultra Trail Cape Town fin novembre. OK. Puis ça s'est comme décidé, ça s'est décidé après le QMT, là. Parce dans le fond, pour être dans le ranking du World Trail Majors, il faut 2 courses. Puis là, dans le fond, il restait 2 courses après le QMT. C'était le week-end prochain, là, le Grand Raid Pyrénées. Puis sinon, c'était Cape Town en novembre. Fait que je vais aller à Cape Town fin novembre. Puis ensuite, pour 2025, il n'y a rien encore de coulé dans le béton, là, mais je vais me réinscrire aux grosses loteries. Là, puis après, on va composer avec ça. Ah, là, tu commences à avoir beaucoup de tickets pour ces grosses loteries-là. Là. Ouais. Ouais, mais à chaque année, hein, il y en a qui en ont 128 qui sont pas pigés, là. Fait que... je pense qu'à la Western State, ça va être la première fois qu'à la loterie, il y a des gens qui ont 500 quelques tickets. Ça s'était jamais rendu dans l'histoire. D'habitude, les gens qui avaient 256, je pense, ils se faisaient piger, mais là, on est rendu là. C'est ça l'engouement du trail, ça touche tout. Là, c'est un épisode conjoint Squamish, Ultra Trail Chic Choc. Je peux pas m'empêcher
de te poser la question. Jeff, tu as vu ce nouveau 100 000 là arriver. C'est un parcours, c'est un coin que tu connais bien. On a déjà passé une bien belle fin de semaine, week-end choc avec Éric Lévesque, Yannick Bernard et toute la gang là-bas. C'est un coin de pays que tu connais bien. C'est une distance que tu connais bien. C'est un niveau de technicité qui d'habitude te va plutôt bien. C'est quelque chose que tu as dans le rétroviseur, pas dans le rétroviseur, mais c'est quelque chose que tu as dans tes plans pour les prochaines années? Ouais, là, il est à quelque part dans ma tête, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Là, j'avais fait c'était en 2017, là, dans le cadre de l'Ultra Trail du Mont-Albert, là, qui avait fait un 100 mètres, mais là, on partait de Petit-Saut puis on allait jusqu'à Mont-Saint-Pierre. Fait que oui, c'est sûr qu'il m'intéresse, là, mais c'est ça, on va voir les options, là, puis on va décider. Mais tu sais, moi je trouvais que ils ont commencé à mettre les championnats du monde ensemble, puis là, le championnat canadien s'en vient de plus en plus reconnu, puis je trouve que c'est important de participer à ces championnats-là pour encourager ça, là. Ben oui, certainement. C'est pour ça que j'ai décidé Squamish là en même temps que le 50-50, c'était quand même dans ma bucket list, là. C'est clair. Fallait que je pose la question parce que en fin de semaine, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé à un Chic-Choc. Je me disais, me semble Jeff sur ce parcours-là, ça serait beau à voir. Ouais, je suis d'accord. Hey, merci beaucoup à vous deux. Ça a été vraiment intéressant de plonger dans votre week-end à Squamish. Je vous félicite, bien sûr. Ça fait plusieurs fois que je le fais dans l'épisode, mais à chaque fois qu'on a des Québécois, des Québécoises qui font bien dans des courses à l'international, il y a comme une fierté qui embarque. Puis, je ne sais pas si vous l'avez senti à distance, mais il y a comme un mouvement qui se fait d'un Chic-Choc avec une barre de réseau quand tu es en haut d'une montagne. Puis on regardait les résultats rentrés, on regardait dans le groupe des cute les updates qu'on pouvait avoir de nos coureurs québécois. Avez-vous senti cet engouement-là des Québécois derrière vous alors que vous êtes quand même loin du Québec? Après, oui, probablement. Ouais. Pendant la course, non. J'espère. Très focus, là, personnellement pour moi. Mais oui, après, là, j'ai vu que ça avait été suivi, même si pendant la course, le suivi était pratiquement inexistant. Là. Mais oui, par après, on l'a senti. Oui, pareil. Et il y avait quand même beaucoup de Québécois là-bas. Hein. Mine de rien, t'es quand même beaucoup. Donc c'était cool, ouais. Très et cool. on suivait aussi l'UTCC. Hein. Moi, je faisais des refreshs toute la soirée avant d'aller me coucher. Il y avait pas beaucoup de refresh, mais on suivait aussi ce qui se passait dans les Chic-Choc. Ouais, c'est ça. C'est pas beaucoup de réseaux dans les Chic-Choc, mais on a fait le mieux qu'on pouvait pour aller chercher un peu de couverture pendant la course. Merci beaucoup à vous deux. C'était trippant de vous parler. Jeff, je te souhaite une bonne fin de voyage dans l'Ouest. Elisa, je te souhaite un bon repos, une bonne récup en vue de l'UTHC qui s'en vient quand même très bientôt. Donc, merci à vous deux. Puis, je vous dis au plaisir de vous croiser dans les trails, dans les sentiers, dans la route, parce que des fois... Jeff, on se voit sur asphalte au cute. Puis, Elisa, quand tu passes par Québec, t'es toujours la bienvenue dans les cute. J'y déménage début septembre. Donc, c'est vrai? Tu vas me voir au cute. Fait qu'on va avoir une nouvelle cute mercredi. Merci à vous deux. Merci Yannick de l'invitation. Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical. Merci à NAC, le partenaire principal du podcast. Merci à Noctem et à tout le monde. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.